Bonjour, bienvenue dans ce quatrième webinaire du cycle de webinaires pour aider les entreprises à mieux gérer la crise du Covid. Ce cycle est fait en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Aujourd'hui, on aborde le thème des personas, c'est-à-dire comment comprendre son public cible en des temps difficiles. Alors, quelques règles pour ce webinaire. Tous les participants ont été mis en sourdine. Nous voulons féliciter tout le monde parce que nous avons battu notre record de participants. Nous avons passé la barre des 280 inscrits. Si vous avez des questions, vous avez une petite boîte à droite de votre écran où vous pouvez poser toutes vos questions et nous y répondrons à la fin. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites. Si vous avez un souci d'audio, vous pouvez appeler le numéro de téléphone qui était dans l'invitation. Il y a pour les 3 pays, vous pouvez voir sur la diapositive, France, Luxembourg et la Suisse. Sinon, vous pouvez faire une petite astuce, c'est-à-dire basculer en mode téléphone et revenir sur mode ordinateur. Ça peut régler votre souci. Maintenant, je voudrais passer la parole à M. Bartolo, qui va nous faire le mot de bienvenue au nom de la CCIG. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom, comme vous le voyez sans doute, est Patrick Bartolo et je représente la CCIG en tant que directeur finance et administration. On est très heureux d'avoir pu organiser cette série de webinaires avec WSI et effectivement, comme vient de le dire Gabor, donc 280 inscrits. Donc, pour les membres parmi vous, je sais qu'il y a d'autres pays que la Suisse et d'autres cantons probablement que Genève. Donc, la chambre de commerce, son slogan, c'est assurer une économie forte. Évidemment, par les temps qui courent, vous imaginez bien que c'est particulièrement difficile, mais on va y arriver. Même pour une institution qui vient de fêter ses 155 ans d'existence cette année. Et pour les non-membres qui sont sans doute nombreux avec vous aujourd'hui, j'aimerais quand même vous parler très rapidement des missions et des services de notre chambre qui compte plus de 2400 membres. Donc la CCIG, qui est la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, qui est une association de droit privé avec une autonomie et une représentativité qui en font le porte-parole de l'économie face aux autorités publiques. Alors notre action qui se décline principalement en 4 missions qui sont améliorer les conditions cadres ayant trait à l'économie, mais également promouvoir les membres par la mise en relation d'affaires, fournir des services à ces membres, ainsi que les informer et les documenter. Alors, on croit vraiment que par des séminaires, même brefs comme celui d'aujourd'hui et les prochains, ça, c'est une manière de vous aider un petit peu au quotidien à surmonter les difficultés. Alors, je vous souhaite de bien profiter de cette session. Je ne vais pas être trop long et vous aurez tout à l'heure des instructions pour poser des questions qui viennent de vous être données. Vous pourrez poser toutes ces questions et les conférenciers y répondront avec plaisir. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter un maximum d'informations. Alors, bon webinaire à tous. Merci beaucoup, M. Bartolo. Alors, que fait WSI? WSI, en fait, l'acronyme d'un terme en anglais qui dit We Simplify Internet. En fait, cette année, nous ne sommes pas aussi anciens que la CCIG. Nous fêtons nos 25 ans, c'est-à-dire qu'on a passé différentes crises, particulièrement pour cette 4e révolution industrielle qui concerne la digitalisation. Notre but, c'est de fournir des services marketing digital et des stratégies pour aider les entreprises de tous les horizons et de toutes les industries. En effet, nous avons plus de 800 agences dans 80 pays et nous pensons être le plus grand réseau dans son genre. Nous avons des services qui couvrent le 360 degrés, c'est-à-dire pour chaque problème ou chaque situation, nous avons une solution. Si vous avez d'autres questions en dehors de ce webinaire, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité, l'IC, c'est-à-dire le consultant qui vous a invité. Et maintenant, je voudrais vous présenter les 2 intervenants du jour qui sont Gilles et Laurent. Bonjour Gilles. Bonjour Gabor et bonjour à tous. Merci Monsieur Bartolo pour cette présentation des services de la CCIG. Je suis Gilles Nandel, moi je fais partie comme Gabor du réseau WSI. Je suis directeur d'une agence WSI en France, basée près de la région parisienne. Et on a un collègue, Laurent Hannet, qui est luxembourgeois, qui a des petits soucis de connexion, qui n'a pas réussi à se connecter pour l'instant. Il essaye, il réessaye, mais pour l'instant, il n'a pas réussi à nous rejoindre. Donc, c'est pas grave, on va dérouler sans lui.
Mais en tout cas, voilà, on va essayer pendant cette intervention de vous expliquer l'importance des personas et comment le marketing digital, notamment quand c'est bien fait, ça peut vous aider à développer votre business. Gilles, si tu veux, je peux Gabor? vous aider. Ouais, vas-y. Si tu veux, je peux aider en attendant que Laurent vienne pour 2-3 slides. Si tu veux passer la Vas-y. parole, ce sera avec plaisir. Vas-y. Mais je vous présente volontiers l'agenda. Donc, l'agenda contient les points suivants. Qu'est-ce qu'un persona? On vous expliquera ce que c'est un persona. Pourquoi votre entreprise doit définir ces fameux personas? Comment créer ces personas? Quelles sont les modifications par rapport à ces personas qu'on doit prendre compte avec l'impact du Covid-19? Et à la fin, on aura un petit résumé des points clés à retenir et à mettre en place. Et ensuite, on répondra en fait durant 10 minutes aux questions-réponses. Donc là, on a une présentation d'environ 40 minutes et à 17h50, on répondra à toutes les questions. N'hésitez pas de les taper dans votre petite chatbox à droite de votre écran. Ok, très bien. Alors, un petit sondage rapide avant de démarrer la séance. On voudrait savoir si vous avez déjà défini vos personas. Le persona, c'est Monsieur Bartolo te demandait tout à l'heure, c'est quoi votre public cible? Alors, je vais vous lancer un sondage et je vous demande de répondre directement sur le sondage. Comme ça, on va pouvoir collecter vos informations et les partager. Voilà, je lance le sondage. Je vous laisse quelques instants. On va laisser une trentaine, une quarantaine de secondes pour répondre. Est-ce que vous avez déjà défini le profil idéal de vos clients? Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes plutôt fort en Suisse, hein, mais pas qu'en Suisse, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout de la zone francophone. À 44%, vous dites que vous avez déjà travaillé sur vos personas, c'est très bien. Bravo à vous. On va peut-être quand même vous donner quelques conseils, astuces pratiques qui vous permettront d'être utiles pour optimiser les personas, surtout en période de crise Covid. On verra tout à l'heure que ça a un impact, qu'il y a peut-être des choses à faire. Vous êtes 36% à ne pas l'avoir fait encore, donc c'est un gros tiers. Et 21%, vous ne savez pas ce que c'est qu'un persona, donc je pense que vous en saurez plus à la fin de ce webinaire et que ça on l'espère, vous donnera envie de vous lancer. Voilà, merci pour ce vote. Un persona, donc il y a une définition, en tout cas c'est un profil fictif d'acheteur idéal qui est le résultat de vos études, de marché, de données démographiques, de comportement de vos clients. L'idéal, c'est de vraiment essayer de définir le profil de votre meilleur client. Pourquoi s'intéresser au profil de votre meilleur client? Parce que le marketing, ça peut coûter des sous. Et donc, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez attirer des clients idéaux. Donc, plus vous allez dépenser de l'argent pour pouvoir attirer des bons clients, plus ce sera intéressant pour vous. Donc, on peut faire les personas et il faut faire l'exercice de définir quels sont les bons personas, les meilleurs clients, les moins bons, et puis parfois aussi les mauvais, ceux qu'on veut vraiment pas. Donc, on va voir ça dans le détail. Donc, vous voyez ce que c'est qu'un persona, c'est bâtir le profil type d'un client. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est si vous devez en faire qu'un, faites celui de votre client idéal, le meilleur des meilleurs clients. Et si vous avez le temps d'en faire plus, affinez, segmentez. Si vous êtes dans le B2B et B2C, ça y est, je commence à parler utiliser du jargon de marketeur. Laurent, Gabor, je t'invite à me taper sur la tête si jamais je suis trop technique et à me corriger. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire des segments, des profils de personas par segment de marché que vous avez. D'accord? D'accord. Alors, on va passer à la suivante. Alors, pourquoi votre entreprise a besoin d'un persona? Parce que si vous essayez de parler à tout le monde, vous risquez d'être inaudible. Aujourd'hui, je ne sais pas combien vous avez de clients potentiels. Je vous demande de réfléchir 30 secondes au nombre de clients que vous pensez avoir sur la planète. Il faut bien savoir que vous n'arriverez jamais à convaincre tous ces clients potentiels de devenir vos propres clients. En fait, si vous arrivez à capter 1%, 5%, 10%, 15%, peut-être 20% de part de marché, ce sera énorme.
Moi-même qui dirige une agence de conseil en marketing digital, j'ai 3,5 millions de clients potentiels en France. Il y a 3,5 millions de clients, enfin d'entreprises en France. Il y en aura peut-être un peu moins après le Covid, malheureusement. Mais toutes ces entreprises pourraient être mes clients. Et malheureusement, je peux pas toutes m'occuper de toutes d'elles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai d'autres membres de mon réseau WC qui sont là pour m'aider. Mais même nous, avec une vingtaine d'agences sur le réseau francophone, on ne serait pas suffisamment nombreux pour traiter les 3,5 millions d'entreprises. Donc, on cherche à attirer des entreprises qui nous intéressent plus particulièrement, parce qu'on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée. Et pour ce type d'entreprise-là, on a quelque chose à leur apporter. Donc, on essaie de communiquer auprès de ces profils de clients-là pour leur dire pourquoi ils devraient travailler avec nous, essayer de prendre conscience qu'ils ont besoin de nous plutôt que d'une autre agence. Voilà. Donc, on essaie de cibler. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre quel est le profil de nos clients idéaux. Et il y en a peut-être d'ailleurs dans l'audience. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui auraient besoin de travailler avec leurs consultants, ou mieux travailler avec leurs consultants WSI. OK ? Et pour ça, donc, il faut bien comprendre les attentes de votre public cible. Si vous connaissez leurs problèmes, ça c'est la base du marketing. Si vous connaissez les problèmes de vos clients et que vous avez une solution pour eux, vous avez des chances de les aider. Donc c'est important de bien comprendre le profil, la problématique de vos clients, leurs besoins et leurs problématiques. Et si en plus vous savez où est-ce qu'ils vont se renseigner, je suis en train de dévoiler un peu ce qu'on va présenter plus en détail par la suite, parce qu'on va vous apprendre dans le webinaire comment structurer et trouver l'information qui vous manque peut-être. Voilà, donc comprenez, le plus important c'est d'arriver à cibler et envoyer le bon message aux bonnes personnes et idéalement au bon moment. Voilà. Et quand on fait du bon travail, comme on sait que vos clients, et surtout en période coronavirus, que ce soit en France, en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs, les clients vont sur Internet, alors encore plus en période Covid qu'habituellement. Et donc, ça peut être intéressant si vous trouvent, parce que vous avez un moteur, un agent commercial qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est votre site Internet, mais ça peut être aussi vos réseaux sociaux. Et bien, si vous arrivez à faire savoir, à vous rendre visible auprès de vos clients idéaux, et donc peut-être qu'avec la machine Internet, vous allez pouvoir attirer les clients idéaux, parce que si vous connaissez leurs problèmes, vous allez sans doute proposer des solutions. Et comme les gens cherchent des solutions à leurs problèmes sur Internet, ils peuvent vous trouver. Et si votre discours est suffisamment percutant, clair et efficace, il y a de grandes chances qu'ils puissent devenir vos clients. Voilà. Donc on a 5. Oui. Ouais. Et quelles sont les principales raisons pour une entreprise? Il y a 5 raisons principales pour s'intéresser à ces personas et les définir. C'est vraiment important. La première, c'est simplement pour gagner plus d'affaires et augmenter vos revenus. Vous allez gagner plus de clients en communiquant mieux et avec moins d'efforts. Vous allez comprendre vos arguments de vente. Alors, les arguments, ce qu'on appelle des arguments de vente uniques. Je ne sais pas si vous l'avez tous fait, ça. Il y a des gens qui disent il faut savoir ce qu'on dit, il faut savoir dire ce qu'on fait, il faut savoir dire comment on se différencie. Et puis il y a un monsieur là qui a tout chamboulé il y a déjà quelques années et qui dit il faut aussi savoir communiquer sur son pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc ça peut être aussi un élément très important, parce que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc ça aussi, on en a déjà parlé dans d'autres webinaires, mais savoir pourquoi un client devrait devenir votre client, si vous savez le dire, si vous savez le convaincre, ce sera beaucoup plus efficace. Grâce à ça, grâce à ce persona, vous allez aussi pouvoir trouver, savoir où est-ce qu'il va falloir pousser vos contenus, sur quel réseau social, sur quel moteur de recherche, sur quel site vous allez faire passer des publicités. Donc, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace et donc faire des économies sur vos coûts de promotion de vos contenus. Et idéalement, voilà, plus mieux vous connaîtrez vos personas,
plus vous connaîtrez le message idéal qu'il faut leur faire passer pour les attirer, les intéresser, les convaincre. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Donc tout ça, ça a été, c'est repris, c'est détaillé dans notre livre qui s'appelle Digital Minds, dont on fera la promotion à la fin de ce webinaire, ne vous inquiétez pas. On est là aussi pour parler un petit peu de nous. Mais voilà, on essaye de vous donner des principes pratico-pratiques que vous pouvez mettre en œuvre rapidement par vous-même. Et si bien sûr vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'aide pour vous aider à coucher de ces éléments-là, parce que c'est pas toujours facile de le faire tout seul en interne, d'avoir un coup d'œil extérieur, ça peut vraiment aider. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les personas? Déjà, des informations pratico-pratiques. Hein. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont en tranche d'âge? Est-ce que c'est des juniors? Est-ce que c'est la génération Y? Est-ce que c'est la génération Z? Est-ce que c'est des papy boomers? Enfin bref, voilà. Quels sont leurs problèmes et défis? Et encore une fois, on a dit tout à l'heure, si vous connaissez le problème de vos clients et que vous avez la solution, eh ben, vous allez pouvoir les aider. Qu'est-ce qui est important pour eux? Pourquoi et qu'est-ce que vous allez pouvoir, comment vous traitez cette importance? Qu'est-ce qui peut influencer leur décision d'achat ou d'agir? Quel type d'information ou de contenu ils recherchent? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des newspapers? Est-ce que c'est des livres blancs? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est là où on voit qu'on commence à se poser des questions. C'est OK, qu'est-ce qui marche pas? Mais comment on mesure ça? Bon, on va en parler aussi. Comment nous communiquons avec eux en termes de langage, en termes de ton? Est-ce qu'on est plutôt humoristique, et plutôt dans l'empathie? Est-ce qu'on est plutôt dans l'autoritaire? Enfin bref, voilà. Et comment ils nous trouvent et comment nous les trouvons? Toutes ces questions-là sont des questions clés qui vous aident à trouver définir le profil de votre persona. Gilles? Alors justement, comment créer un persona? On a l'habitude, hein, franchement, chez Louis, on en fait très régulièrement des ateliers personnels. Moi-même, j'étais là, et je suis d'ailleurs encore chez un client. J'ai fait un atelier persona ce matin, je viens d'en faire un chez un autre client cet après-midi, et il m'a laissé la salle de réunion pour faire le webinaire qui parle de persona maintenant. Donc, on est en plein dedans. Donc, on s'appuie sur des outils. Ouais. Je crois qu'il y a Pardon? Laurent qu'on entend dans le fond. Je crois que j'ai entendu Laurent dans le fond. Oui, tout à fait. Vas-y. Bonjour, oui. Laurent. Bonjour Gilles. Bonjour Salut à tous. Laurent. Voilà. Désolé, gros souci de connexion. Ok, pas de souci. Voilà. Je propose de poursuivre, hein, de ne pas casser la dynamique du webinaire. Vas-y, donc tu me disais, Laurent, j'ai essayé de présenter tes slides, mais tout à fait. Mais tu l'as très bien j'espère que j'ai pas dit de conneries. Oui, tu l'as très bien fait. Donc, tu venais de passer en revue les différents types de questions à se poser pour définir ces personas. Et donc, effectivement, il y a pas une liste exhaustive de questions qu'on peut vous donner et qui soit aboutie, mais en tout cas, il y a des grandes catégories de questions. Et après, à chacun à la définir et à la peaufiner en fonction de ses besoins précis. Et donc, tu as parlé des informations de type sociodémographique, tout ce qui concernait après le descriptif de l'entreprise, la fonction de la personne dans l'entreprise, etc. D'accord. Donc ça, maintenant, on va voir comment concrètement on peut réaliser ce travail de définition des personas en entreprise. Et donc pour ça, on a retenu une méthode qui s'appelle l'Empathy Map ou la carte d'empathie, qui est un concept qui a été développé par Alex Osterwalder et Yves Pigneur, qui sont deux auteurs assez connus dans le milieu du management d'entreprise, parce qu'ils avaient rédigé auparavant un livre qui s'appelle Business Model Canvas, qui a été un succès planétaire, et dans lequel ils définissaient un peu une approche agile, facile et rapide pour définir un business model. Et suite au succès de ce premier bouquin, ils ont été un peu plus loin et ils en ont écrit un deuxième qui s'appelle le Value Proposition Design. Et dans ce livre, il y a notamment, ils ont mis en point une carte d'empathie qui permet finalement de se poser les questions pour pouvoir identifier et avec finesse le profil, on va dire, psychologique de nos différents profils d'acheteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici l'Empathy Map et on va vous la présenter. Alors, juste petite précision, on n'a pas la prétention de dire que cette Empathy Map est la seule méthode pour définir ces personas. Il en existe d'autres. Si vous tapez persona ou définition persona dans Google, vous allez voir, il y a profusion de littérature à ce sujet. Nous, on a retenu celle-là parce que c'est une des plus répandues et des plus efficaces pour y parvenir.
D'accord. Donc, vous avez sous les yeux le modèle de l'Empathy Map. Et donc, en fait, c'est une carte assez simple à appréhender en tous les cas, dans lesquelles on va se poser toute une série de questions et on va regrouper les réponses de ces questions par catégorie. Et donc, il y a grosso modo cette grande famille de questions. Premièrement, on va se demander qui est notre profil d'acheteur. Alors, je dis ici notre profil d'acheteur. Il faut savoir qu'une entreprise a généralement plusieurs profils d'acheteurs et donc ce travail, il est à faire et à refaire pour chaque profil d'acheteur, chaque profil de client idéal. Et donc, premier type de question, mais c'est qui sont nos clients idéaux et pour chaque profil, donc quels sont leurs rôles, quelle est leur situation actuelle. Ensuite, on va se poser des questions plus liées à leurs objectifs. Que doivent-ils faire? Qu'essayent-ils de réaliser? Quelles décisions doivent-ils prendre? Comment vont-ils savoir s'ils ont réussi ou pas? Ou comment mesurent-ils l'atteinte de leurs objectifs? Ensuite, on va sur le côté droit de la map, on va maintenant essayer de comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et on va se poser des questions pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils voient au quotidien dans leur environnement privé, professionnel, quels sont les messages auxquels ils sont confrontés autour d'eux, que regardent-ils, que lisent-ils comme type d'information et comme type de message. Et même chose par rapport à ce qu'ils entendent dire autour d'eux et ce qu'eux-mêmes peuvent être amenés à dire ou quelle position ou propos ils peuvent avoir par rapport au sujet qui concerne vos produits ou vos services. Ensuite, on va se demander finalement que font-ils, quel est leur comportement au quotidien, que peut-on imaginer qu'ils fassent dans telle situation, face à telle problématique, face à telle approche commerciale, etc. Ensuite, on va essayer de voir les freins et les motivations à l'achat. Qu'est-ce qui peut les freiner, les empêcher de passer à l'acte d'achat par rapport à mes produits, à mes services? Et qu'est-ce qui peut les convaincre, les motiver, les inviter à déclencher l'acte d'achat? D'accord? Et donc, ce travail-là, c'est un travail qui se fait non pas de façon seule, isolée, mais on va, pour y parvenir, essayer de réunir toutes les personnes qui, dans l'entreprise, ont une certaine connaissance des clients. Et donc, ce n'est pas uniquement un travail à faire au niveau marketing de façon isolée ou au niveau commercial, mais on va mettre autour de la table toutes les personnes qui ont des interactions avec nos clients. C'est évidemment les commerciaux en premier lieu et le service marketing, mais c'est également le service après-vente ou le service client. Ça peut être également le service logistique, le service facturation, la réceptionniste, la secrétaire, etc. Pourquoi? Mais parce que chacun va, avec, je veux dire, sa vision et son expérience de la relation client, apporter une contribution à cette vision d'ensemble, à cette vision globale de nos clients et de nos clients idéaux. D'accord? Alors, très concrètement, voilà. Oui, donc là, c'est un exemple d'une carte qui est remplie. Où on essaye de personnaliser avec la photo de quelqu'un qui permet de se rappeler, de se remémorer le profil de ce client idéal. C'est bien de lui donner un nom déjà, ça s'appelle Christian. On peut rappeler que c'est peut-être dans le B2B. Donc, on répond comment ils nous ont trouvé, par exemple, sur les salons, sur des recherches de sites via Google, etc., etc. On peut rappeler ce qu'il recherche. Il peut rechercher du prix, du conseil, des spécialistes. Voilà, ça c'est un exemple de carte Empathy Map qu'on a rempli pour un client, un vrai client. Et donc là, c'est un exemple, une mise en situation de comment on fait pour remplir une carte d'Empathy Map. Donc, vous voyez qu'avec un rapide coup d'œil, vous avez une vision de la problématique du client et ça vous permet ensuite d'avancer, de travailler sur la suite. Tu allais plus loin, Laurent, pardon. Oui, tout à fait. Donc, ce que tu as montré finalement, c'est le rendu, la remise en propre d'un travail sur les personas, donc généralement qui se fait via workshop. Une fois que ce travail de mise en propre est fait, le marketing quelque part va faire son job et va exploiter toutes ces données-là pour
réaliser une belle présentation de chacun des personas parce qu'il y aura besoin après de communiquer en interne et en externe sur ces personas-là. Et ici, vous voyez à l'écran 3 exemples de personas. Alors, ce ne sont pas des exemples fictifs, c'est vraiment les personas qu'on a développés au sein de WSI. Et ce sont ces personas-là qu'on utilise en interne et en externe également pour mener à bien nos différentes campagnes marketing et de prospection. Et dans ce cas-ci précis, oui. J'espère que tu n'as pas dévoilé des secrets défense. Hein. Non, juste à la fin, ça. Juste à la fin. C'est le bonus à la fin. Donc voilà, ici si je prends un exemple, par exemple Eric, donc voilà, c'est un des 3 personas. Donc Eric c'est le chef d'entreprise. Ben, vous voyez un petit peu le genre d'information qu'on retient et qu'on met dans la fiche. Le but est de le rendre vivant, le plus réel, le plus crédible possible. Et dans ce cas-ci, ben, on a Eric, c'est un homme 55 ans qui est chef d'entreprise, une petite PME de 5 millions de chiffre d'affaires. Il a comme priorité principale la croissance et le développement de son entreprise. Il veut l'amener à un niveau supérieur. Il n'a pas beaucoup d'expérience en marketing digital, mais il a compris que c'était quelque chose d'indispensable, d'autant plus que ses concurrents sont déjà présents sur le digital et actifs sur les réseaux sociaux, etc. Et Eric préfère les interactions en face à face. Et puis, on va aller un peu plus loin, on va passer en revue plus en détail ses objectifs, ses challenges, et notamment les questions les plus fréquentes qu'il se pose. Et ça, c'est un point extrêmement important dans le travail du persona, parce que ça va vous permettre de vraiment bien identifier les éléments sur lesquels vous devez être capable d'apporter des réponses, que ce soit dans le pitch commercial, mais aussi dans votre stratégie de contenu. En fait, quand vous avez fini ce travail-là, le listing de toutes les questions que vos personas peuvent avoir vont quelque part définir le contenu de votre ligne éditoriale pour alimenter votre blog, pour alimenter vos prises de parole sur les réseaux sociaux, etc. Ça vous assure, ça vous garantit que vous partagez du contenu qui intéresse réellement vos cibles. Voilà. Et puis il y a d'autres éléments ici, le budget, comment on peut aider, etc. De nouveau, c'est un exemple, ça n'a pas la prétention de dire que c'est le modèle. Chacun va pouvoir ajouter certains types d'informations ou en retirer d'autres en fonction de ce qui lui semble pertinent par rapport à son business. Alors comment on fait des personas? Maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, là, est-ce qu'il y a des outils pour faire des personas? Mais je dirais, il y a 2 façons. Là, on vous a présenté une façon de faire avec l'Empathy Map, qui est une approche un peu plus structurée et qui est très pertinente dans le cas où on est dans des entreprises avec déjà un certain effectif, c'est-à-dire un nombre d'employés suffisant pour pouvoir mettre autour de la table différentes personnes. Maintenant, vous allez me dire, moi, je suis tout seul dans ma TPE, je n'ai pas encore démarré mon activité, j'ai un projet de start-up, comment est-ce que je peux faire? Et là, ce qu'on vous présente ici, c'est un outil qui a été mis au point par HubSpot qui s'appelle Make My Persona. .com. Et sur ce site-là, vous allez trouver 2 choses. D'une part, sur la partie de gauche, vous allez pouvoir accéder à une ressource qui vous présente de façon théorique ce qu'est le persona, les avantages, etc. Et je dirais que c'est un très bon complément au contenu de ce webinaire. Et puis, surtout, ce qui est extrêmement utile, c'est qui apparaît sur la partie de droite, c'est un outil qui va vous permettre de créer directement vos personas. C'est-à-dire que vous allez passer au travers d'une série de questions. L'outil va vous poser une quinzaine de questions de mémoire. Vous allez y apporter les réponses et au terme de ce travail-là qui va ne vous prendre que quelques minutes, vous allez arriver à une définition de vos personas et un rendu visuel. Si on va au slide suivant, on verra. Voilà, ça c'est la partie théorique, c'est le PDF que vous pouvez télécharger pour la partie théorique. Et là, vous voyez par exemple 3 exemples de personas qui ont été créés dans makemypersona.com. Et donc, ça a l'avantage d'être extrêmement rapide, assez ludique, et ça a un rendu assez sympa pour être directement partagé, communiqué en interne avec les collaborateurs, etc. Maintenant, il faut être clair, ça n'a pas la même finesse, le même détail d'analyse, on ne va pas autant en profondeur avec cet outil-là qu'en réalisant un workshop comme on l'a présenté précédemment avec la méthodologie de l'Empathy Map. Ok, donc on a identifié nos profils de clients idéaux et comme tu le disais tout à l'heure, Laurent, c'est important, c'est que c'est pas que le marketing ou les commerciaux ou le service après-vente ou la réceptionniste, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment toutes les personnes qui doivent participer, contribuer à la définition de ce profil, parce qu'on sait que le profil de notre client idéal, il va pas devenir du client du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il va franchir plusieurs étapes qui sont assez connues.
dans ce qu'on appelle le parcours d'achat d'un client, il y a plusieurs étapes qui s'appellent attirer, transformer, convertir et satisfaire. Donc ces quatre grandes étapes, il va falloir qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on doit produire pour inciter notre buyer persona à franchir ces étapes et devenir à la fois au départ un visiteur inconnu, l'inciter à s'identifier pour qu'il devienne un visiteur connu, qu'on sache qui il est, pour pouvoir ensuite l'alimenter et lui transmettre de l'information qui va l'intéresser à devenir un prospect, franchir des étapes pour devenir un prospect, pour qu'idéalement, à un moment donné, grâce à nos contenus, à nos efforts, nos interactions avec lui, que ce soit en web ou physique ou téléphonique, on puisse le convaincre de devenir client et idéalement un ambassadeur pour qu'il fasse la recommandation de notre société. Donc, pour chaque persona, ce qu'il faut comprendre, c'est toutes ces étapes, attraction, attirer, intéresser, convaincre. Il y a des étapes à franchir et des contenus à préparer qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, l'objectif d'un atelier persona, c'est bien sûr de comprendre qui ils sont, mais c'est aussi de comprendre comment on va pouvoir les aider à franchir toutes ces étapes. Alors évidemment, si on peut chanter et attirer un inconnu directement au client, c'est mieux. Hein. Il faut bien sûr prévoir ce mode de fonctionnement-là. Il ne faut surtout pas empêcher quelqu'un de pressé de devenir client de chanter les étapes et de pouvoir vous acheter directement le produit s'il en a envie. Mais on sait que dans la vraie vie, il se passe ce processus-là et que les gens utilisent beaucoup Internet pour s'enseigner, pour se rassurer, vérifier que c'est le bon produit, le bon service, la bonne notoriété, la bonne société avec laquelle travailler, etc. Et donc tout ça, il y a différents outils, différents contenus, différentes publications qu'il va falloir préparer pour vous rendre visible, pour intéresser, pour convaincre et idéalement pour vous recommander. Voilà. Donc, on va passer en revue ce genre de choses en disant, voilà, pour attirer mon client idéal, je peux réfléchir à quels mots-clés il faut que sur quels mots-clés il va pouvoir rechercher du contenu qui va l'amener sur mon site internet, quelle thématique il peut rechercher, quel type de contenu je vais lui proposer pour qu'il s'identifie. Et là, c'est une vraie question. Hein. À chaque fois, on se pose la question de se dire, mais ce qu'on veut, c'est que les gens remplissent un formulaire. Pour être clair, on réussit à faire venir sur notre site internet un internaute lambda. Peut-être que c'est un prospect, c'est peut-être un client, on ne sait pas encore. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'il s'identifie. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont identifiés, on va mieux comprendre. Déjà, on va savoir, on est capable de revenir vers lui s'il nous donne son adresse mail. Et ça, on n'a pas besoin de. Alors, bien sûr, il faut qu'on soit RGPD compliant, il faut qu'on fasse les choses bien. Mais si on fait tout bien et qu'on lui donne envie de donner son adresse mail pour recevoir un contenu, ce que j'appelle un goodies, on a gagné une première étape qui est de récupérer son adresse mail pour pouvoir ensuite lui poser d'autres questions qui vont l'aider à grandir, nous aider à mieux comprendre son besoin, son profil et son besoin, et pour lui pousser la bonne information qui va aider on l'espère, devenir client. Donc voilà, on va se poser toutes ces questions-là, que ce soit pour les phases d'attraction, mais aussi d'intérêt et de décision. L'objectif, c'est à peu près les mêmes questions, hein, mais ce n'est pas les mêmes rendus, ce n'est pas les mêmes mots-clés, ce n'est pas les mêmes goodies, ce n'est pas les mêmes structures, ce n'est pas les mêmes documents, ce n'est pas les mêmes types d'interaction. Donc, on essaye comme ça, à travers cet atelier persona, d'arriver à se poser les bonnes questions qui vont nous aider à aider l'internaute à franchir toutes les étapes pour devenir un client et pourquoi pas un client idéal. Tout ça pour qu'on arrive à un moment donné, à travers toutes ces étapes, on va récupérer au fur et à mesure de plus en plus d'informations et il faut qu'on se pose la question de se dire à partir de quand un prospect qui s'est identifié, qui a commencé à visiter, qui a téléchargé des livres blancs, des goodies, qui nous a laissé son adresse mail, sa société, son nom, prénom, son numéro de téléphone, etc. À partir de quand ce type de prospect de transmis aux commerciaux?
On se rend compte avec l'expérience qu'aujourd'hui, si vous transmettez aux commerciaux tous les emails, tous les gens qui remplissent un formulaire pour recevoir un livre blanc, les gens s'épuisent parce que ils sont pas suffisamment qualifiés, on va dire, pour être transmis à des commerciaux. Donc il faut nurturer, il faut nourrir ces prospects pour les faire grandir. Et à un moment donné, parce qu'ils ont fait un certain nombre d'interactions avec le site, parce qu'ils ont ils ont rempli un certain nombre de formulaires qui fait qu'on sait maintenant quel type de persona c'est, alors on peut le transmettre aux équipes commerciales qui vont prendre le relais. Donc il y a vraiment ces deux équipes. On a vu tout à l'heure, il y a les équipes marketing et l'équipe vente. Ben, ces deux équipes doivent travailler ensemble et définir de manière très précise le protocole pour dire à partir de quand l'équipe commerciale reprend la main sur un prospect pour essayer de le closer, de gagner en client. Donc il y a ces deux interactions et il faut qu'on se mette d'accord le plus tôt possible entre les équipes marketing et les équipes commerciales pour savoir à partir de quand un prospect qui devient un lead, qui devient un MQL, c'est-à-dire un Marketing Qualified Lead, avant de le transmettre au Sales Qualified Lead pour que les commerciaux les reprennent, quelles sont les informations que j'ai besoin, que les commerciaux ont besoin pour considérer qu'effectivement, ce lead-là, c'est un lead qualifié et c'est à eux de s'en occuper. Donc, une fois que ce score est bien précis, les règles du jeu sont définies et vous comprendrez bien que ça facilite la communication entre les équipes commerciales et les équipes marketing parce que tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire et tout le monde sait quoi faire et quand. Donc, maintenant qu'on a vu l'importance de ces profils persona, j'espère qu'on ne vous a pas saoulé, mais on essaie d'être pratico-pratique. On va essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire avec cette fameuse crise du Covid et quel impact ça peut avoir sur votre activité. Parce que vous avez peut-être déjà défini vos personas, mais peut-être que la crise Covid a un impact sur votre activité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Laurent ? Je pense que le peut-être, il est peut-être même superflu. Je pense que c'est sûr que le contexte actuel et la crise sanitaire qui est vécue maintenant au niveau planétaire a un impact sur les gens. D'abord, et ces gens-là, ce sont vos clients, que vous soyez en B2C ou en B2B. Et donc, ça a d'office un impact sur le profil psychologique de vos clients et de vos clients idéaux. Et donc, le but est de pouvoir adapter le travail sur les personas. C'est pas quelque chose qui se fait une fois à un moment T et puis qui reste dans les tiroirs et qu'on ne ressort pas. C'est quelque chose qui doit vivre en fonction de l'évolution de votre entreprise, de la société, du contexte, etc. Et donc le contexte aujourd'hui, il est particulier, pas la peine d'insister là-dessus. Et donc ça a forcément un impact sur vos profils d'acheteurs. Et donc ce que vous devez être capable de faire, c'est vous rechallenger sur la définition de vos personas. Quelles sont leurs priorités aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans leur vie et dans leurs priorités par rapport au contexte actuel? Comment se sentent-ils? Est-ce qu'ils sont anxieux, stressés, rassurés, etc. De quoi ont-ils besoin en fait en ce moment pour pouvoir avancer entre guillemets dans leur vie privée, professionnelle, et comment par rapport à ça vous pouvez continuer de les aider, de porter de la valeur pour les aider, tant au niveau pratique qu'au niveau émotionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à faire pour être sûr que vous soyez toujours bien en lien et en phase avec vos clients idéaux et avec leurs attentes. Ici, sur ce slide, on a voulu illustrer un petit peu le changement de questions et de comportements qui peuvent survenir chez les consommateurs en fonction des tranches d'âge, du sexe, etc. Aujourd'hui, on voit que les gens sont beaucoup plus méfiants par rapport aux rencontres de groupe, ils préfèrent les visioconférences, les gens ont revu leur façon de se déplacer, les transports en commun, même quand ils ont continué ou s'ils ont repris, ne sont plus fréquentés de la même façon. L'approche et la façon de considérer ces vacances n'est plus la même aujourd'hui. Le choix des destinations est impacté par le coronavirus, etc. Donc on voit que il y a un changement de questionnement et de remise en question qui génère en fait un changement de comportement chez nos clients. Et donc aujourd'hui,
Est-ce que vous avez tenu compte de ça dans votre approche marketing et commerciale? Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos campagnes futures qui sont programmées, est-ce que vous avez réévalué la pertinence des messages et des contenus par rapport à la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez revu votre façon de prospecter, tout simplement? Peut-être qu'avant, vous aviez une approche en face-to-face sur des foires, des salons. Tout ça, aujourd'hui, on peut oublier. Pour combien de temps, on ne peut pas le dire. Mais est-ce que vous avez revu votre approche? Et donc, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir se rechallenger là-dessus, tout en restant cohérent avec le positionnement de votre marque. Donc, le but n'est pas de changer l'ADN de la société, mais c'est simplement de faire matcher l'ADN de votre société avec les attentes, les besoins de vos cibles, en y apportant le plus de valeur ajoutée possible. Alors, on a vu on sait que pendant cette crise, les gens ont passé plus de temps sur Internet, ils ont passé aussi plus de temps devant la télé, et on voit, on a bien vu que ce soit sur Internet ou la télé, que les messages publicitaires se sont adaptés à la crise Covid. Ils ont intégré ce genre de choses. C'est tellement marquant que même le journal français, l'Observateur, a fait tout un article sur justement comment les pubs télé s'adaptent au coronavirus. Donc, vous imaginez bien que si les annonceurs qui ont l'habitude de dépenser des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans des pubs télé, s'ils ont fait l'effort d'adapter leur pub à l'époque de la crise coronavirus, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai enjeu derrière. Donc, c'était juste pour vous attirer votre attention sur le fait que c'est aujourd'hui, tout le monde a pris en compte que cette crise coronavirus avait un impact et qu'on doit changer sa façon de communiquer, on doit l'adapter au contexte. Donc, c'est vraiment. Et donc, il faut remettre à plat ce que tu disais très justement, Laurent, il faut remettre à plat les profils de ces personas pour l'adapter à la situation. Donc, le monde a changé, hein, le monde malheureusement a changé, c'est un changement radical. Est-ce que ça va être durable? Certains l'espèrent, d'autres, en tout cas, ce qu'on espère tous, c'est qu'on va pouvoir retrouver une vie à peu près normale, qu'on va pouvoir bouger un peu plus, voir moi, ça fait plusieurs mois que j'ai pas vu mes petits-enfants parce qu'ils sont à plus de 500 km de mon domicile et ça commence à nous peser. Mais on espère qu'on va pouvoir passer en vacances cet été. Apparemment, en France, on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Le Premier ministre a dit qu'on allait pouvoir partir en vacances cet été. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde a vraiment connu un changement radical et que ça va laisser des traces sur la durée. Enfin, je pense. Hein. Mais là-dessus, je suis pas devin et on verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les salons, tout ce qui est transport, les gens vont essayer d'y aller le moins possible. On va faire attention, on va faire passer plus de temps à faire des choses en ligne. Le télétravail va se développer, va continuer à se développer. Il y aura de plus en plus de démos virtuelles. Enfin, je pense qu'Internet, l'usage d'Internet va vraiment continuer à se développer. Le vidéo et le vidéo marketing, entre autres, va prendre une part encore plus importante qu'il avait. Les gens vont continuer à vouloir s'éduquer, apprendre et apprendre aussi en ligne. Alors bien sûr, on ne pourra pas tout faire en ligne et c'est bien qu'on puisse ressortir, aller chez les clients aussi et faire des formations présentielles, mais il y aura de plus en plus de formations qui vont se faire en ligne. Pour tout ce qui est livraison, il va falloir trouver des moyens pour éviter les contacts, éviter les relations, enfin tout ça, il y a un nouveau système de livraison qui est en train de se mettre en place. Et enfin, au niveau des distractions, mais la liste n'est pas exhaustive, vous en doutez bien. Là aussi, il va falloir trouver de nouvelles façons de se distraire. Et là aussi, je pense qu'Internet va continuer à se développer. Voilà, comment votre entreprise, à vous, va pouvoir intégrer tous ces éléments et les mettre en valeur dans votre stratégie marketing et de communication, ça c'est le vrai sujet, c'est la vraie question et on espère que les éléments qu'on vous apporte vont vous éclairer. Gabor, tu peux peut-être faire une petite synthèse, si tu veux, de tout ce qu'on a présenté? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Laurent. Content que tu aies pu nous rejoindre à temps. Alors moi,
ce que j'ai retenu de cette présentation, il y a 5 points. Le premier, c'est que dans toute crise, il y a des opportunités et que ces opportunités peuvent aussi être des opportunités de croissance pour votre entreprise. Il faut faire attention de n'être pas opportuniste, pardon. Il faut toujours attention à être honnête et bienveillant. Et il faut plutôt avoir une approche aidante que commerciale, vendeur, un peu pushy. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre comment on peut mieux approcher cette nouvelle cible qui veut moins de contacts et comment aussi lui vendre sans avoir tous ces anciennes habitudes de présentiel. Et ça passe notamment par du virtuel. Le troisième point, c'était la meilleure façon de comprendre son client, c'est en se mettant dans ses bottes et qu'il faut penser que ses priorités ont clairement changé. Il y a d'autres émotions d'angoisse, peur, besoins qui se sont développés. Et si votre entreprise peut bien comprendre ces besoins-là, il faut l'intégrer au plus vite dans votre marketing et dans votre façon de faire la promotion, notamment la publicité. Et un point qu'il y a pour des marketing, un peu comme Gilles et moi, qui sommes des chasseurs, des fois on appuie un peu trop vite sur le bouton envoyer et peut-être il faut qu'on réfléchisse plus à notre public. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? En étant empathique et fidèle, vous ferez que du bien à votre marque. Ok, merci. Alors, Dernier on va petit faire un petit pour reprendre la sondage. température, c'est ça? Oui, je vais reprendre la main. On va lancer un petit sondage pour voir si la suite de ce webinaire, ça vous a donné envie de vous intéresser et définir vos personas. Donc, je relance un autre sondage. Est-ce que ça nous permet d'avoir cette photo avant-après? Vous êtes 61% à avoir voté. Et, Tu veux que je fasse le countdown? allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, montre-nous, qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui a changé? Alors, attention, je partage les résultats. La suite de ces webinaires, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous étiez tout à l'heure, il y avait presque 50% de gens qui disaient non ou qui ne savaient pas. Aujourd'hui, vous êtes à 95% décidés à travailler, à optimiser le profil de vos personas. Je crois que c'est la première fois qu'on a un score aussi marqué. Et c'est sans doute grâce à l'intervention de Laurent, qui nous a rejoint en cours de route. Je pense que son intervention était décisive pour Luxembourg. Ah ouais, les Luxembourgeois, ils sont bons. Alors ça, j'ai toujours dit. Les Genevois sont bien, sont très bien. Alors les Luxembourgeois. Je ne sais pas si vous le savez, Gilles et Laurent, mais il faut savoir que Osterwalder et Pignol ont écrit leur livre ici. C'est un professeur de l'université de Genève, Osterwalder. Oui, je sais. Ah, quand même. J'aurais dû le mentionner. Merci. Je vais mettre en avant un autre livre. Vas-y, Gabor, je te laisse faire. Non. Après ce teasing, je ne peux pas te voler la vedette pour nous présenter ce troisième livre. Oui, en fait, c'est la troisième version de notre best-seller qui s'appelle Digital Mind. Donc, ça fait déjà, je crois, 7 ou 8 ans qu'on a créé une première version de ce livre qui s'appelle Digital Minds et qu'on met à jour régulièrement parce que le digital marketing évolue très souvent. Et donc, nos collègues américains nous ont fait la surprise et le plaisir de mettre à jour cette version en début d'année. Et l'ensemble du réseau francophone, c'est qu'on ne peut pas laisser nos collègues, nos amis, nos clients, prospects avec une version anglaise. Il faut qu'on traduise. Donc, on a fait cet effort. On l'a traduit et il sera disponible à la fin de ce mois, je pense, en version française. Donc, vous allez pouvoir en récupérer, demander à votre consultant qui vous a invité à venir à ce webinaire. Il sera le mieux placé pour vous dire comment vous procurer cet ouvrage qui sera sans doute disponible sur Amazon, mais aussi peut-être en téléchargement. Enfin bref, on est en train de réfléchir aux stratégies de diffusion, mais on pense que le consultant, c'est un bon canal pour vous aider à récupérer une version papier de cet ouvrage. Ce que je voulais dire, Gilles, c'est pas juste américain. Moi, j'ai contribué à ce livre en anglais. C'est international. Et oui. Et la version française, elle est vraiment bien faite aussi. Le lien qui est disponible sur la présentation, c'est pour la version anglaise
qu'on peut acheter sur Amazon et aussi télécharger la version gratuitement du Kindle. Et je pense qu'on aura une même stratégie pour la version française, si je ne me trompe pas. Donc, prochain webinaire? Prochain webinaire, 4 juin, c'est-à-dire dans 2 semaines. Non, pardon, dans 3 semaines. Même heure, 17h, 18h, même lien. Ça sera toi et moi, Gilles. On parlera du marketing conversationnel, comment réimaginer sa communication avec les dernières technologies. On va parler de chat, on va parler de plein d'autres choses. Et nous sommes impatients de vous retrouver. Mais pourquoi on ne répond pas à quelques questions? Tu veux que je t'énonce les questions qui ont été mentionnées? Donc, il y a la première question de Xavier. Qui participe au workshop des Empathy Maps et comment valide-t-on le persona? Ça, c'est une question pour Laurent, je crois. Oui. Allez. Alors, qui participe le plus, enfin, toutes les personnes au sein de l'entreprise qui interagissent d'une façon ou d'une autre avec les clients doivent ou sont censés participer. Alors, quand je dis toutes, si on est dans des grosses structures, il ne faut pas forcément tous les commerciaux, toute l'équipe marketing, mais en tout cas, il faut que chaque département soit représenté par l'une ou l'autre personne afin que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice et amener sa vision. En fait, chaque département a une vision parcellaire du client, de ses problématiques, etc., de la façon de le contenter, de le satisfaire, etc. Et il faut que toutes ces personnes-là puissent à un moment être autour de la table. C'est important de trouver aussi des volontaires. Comment? Excuse-moi, je pense que c'est important de trouver des gens qui sont volontaires, qui ont envie de participer à ce genre d'exercice, parce que c'est pas un exercice forcément facile, hein, et ça sert à rien de vouloir imposer ça à des gens qui n'ont pas envie de participer. Ouais, donc, ouais, il faut vouloir se mettre à nu. Hein. Des fois, les questions, elles sont un peu. D'accord. voilà. Il y a. Voilà, Et ça, si je peux juste terminer la réponse, parce qu'il y avait deux questions dans la question. La première, c'était qui doit être autour de la table. Et la deuxième, comment se déroule ce workshop. Je dirais qu'il se déroule en deux parties. La première, c'est on réunit les gens autour de la table, on va expliquer l'objectif et la méthode, à savoir l'Empathy Map, et puis on déroule la séance de brainstorming. D'accord? Et puis, ça, c'est la fin de la première étape. Après, il faut laisser un peu reposer. Et là, il y a une personne qui va reprendre toutes les infos qui ont été échangées, qui va les remettre en propre. D'accord? Et sur base de cette mise en propre, on va réunir les gens à nouveau pour revalider les personas, fine-tuner, supprimer certaines choses, etc., pour arriver à avoir vraiment la validation des personas définitifs. Et une fois que c'est validé, alors on peut passer en mode production d'un support qui les présente, etc., et diffusion en interne pour que ce soit partagé, connu par tous les collaborateurs de l'entreprise. Après, il y avait deux personnes qui ont levé la main. Il y a Lise, je ne sais pas si on va lui donner la parole ou si elle veut s'exprimer sur la boîte à questions. Je voulais vous remercier pour cette présentation qui est très, très intéressante et qui met pour moi des mots sur ce que je fais ou ce que j'essaye de faire un petit peu au quotidien, même si j'ai une toute petite entreprise. J'ai bien conscience que pour progresser et développer mon entreprise, tout ce que vous avez expliqué est à mettre en action. En fait, quand j'ai levé la main, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, D'ailleurs, il y en a une autre, il y avait Sophie qui avait levé la main, qui vient juste de l'enlever, là. Je pense qu'en tout cas, merci. En fait, j'avais perdu l'écran et j'ai appuyé sur le petit plein. Mais c'est pas de questions précises, donc je ne veux pas prendre de temps. Il y a peut-être des personnes qui ont vraiment des questions intéressantes. D'accord. Merci pour votre témoignage. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui et puis d'avoir pu vous donner un éclairage qui va vous être utile, on espère en tout cas. C'est très gentil, oui. Je suis sûre que ça va me servir. Merci beaucoup. Merci. Alors, on avait une autre question. Vas-y, on a encore une question, je crois. Oui, j'ai une deuxième question, question qui est elle est en anglais. Elle demande What about the keywords on LinkedIn? Donc là, je comprends pas vraiment l'intention de cette question par rapport aux mots-clés sur LinkedIn. Comment peut-on interpréter ça? Alors, LinkedIn, alors je ne sais pas comment, effectivement, c'est la question. On va essayer j'essaie d'y répondre, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. C'est vrai que LinkedIn est un réseau social B2B très puissant où vous pouvez, qui intègre un moteur de recherche où vous pouvez rechercher des gens par fonction, par nom, mais aussi par mots-clés. Et c'est sans doute ce que vous voulez dire par là.
Et vous pouvez effectivement, avec LinkedIn, sur un mot-clé, faire apparaître une liste de gens qui peuvent vous aider peut-être à définir le profil de vos personas. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il faut l'entendre, si je comprends bien. Mais Stéphano, n'hésitez pas à préciser votre question si jamais on est à côté, hein, si on répond pas bien. Donc, avec les mots-clés sur LinkedIn, vous pouvez faire des recherches et vous allez faire apparaître des listes de résultats, un peu comme sur Google, sauf qu'au lieu d'avoir des sites internet, vous allez avoir des gens qui ont des postes, des fonctions, des titres, des seniorités, qui sont en relation avec vous ou pas. Et donc, tout ça, ça peut-être effectivement vous aider à faire apparaître des profils de clients. En tout cas, ça peut alimenter de manière intéressante les ateliers de définition de vos personas. Merci. Là, il y a une autre question, je pense, qui est pour Laurent. C'est avant tout, elle qui vous remercie pour votre excellente présentation. Bravo, messieurs. Et elle voudrait qu'on rappelle l'ordre des phases de la définition des personas, des parcours d'achat et de l'expérience client. Laurent, veux-tu y répondre? Qu'on rappelle l'ordre des phases? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pourriez-vous rappeler l'ordre des phases de la définition des personas, des parcours d'achat et de l'expérience client? Ok. Les personas, je suppose, c'est en lien au workshop que j'ai présenté, c'est ça? C'est rappeler les phases? Ça me paraît Voilà, clair. Donc ça, pour le parcours d'achat, c'est la phase de prise de connaissance, prise de conscience, prise de considération, la phase de décision, et après la d'accord. fidélité. Donc je laisserai cette partie-là à Gilles, peut-être, alors, par rapport à ça. Sinon, au niveau de l'empathie map et la définition des personas, donc la première étape, on va dire, c'est réunir les équipes pour une séance de brainstorming. D'accord? Et passer en revue, se poser les questions qui sont listées au niveau de l'empathie map et y apporter toutes les réponses possibles, donc provenant de tous les collaborateurs des différents départements. Et après, la deuxième étape, c'est pouvoir remettre ça au propre, d'accord? Et le digérer quelque part dans un document visuellement attrayant et synthétisé pour permettre de véhiculer de façon rapide en interne dans l'entreprise la communication de ces personas. Parce que je le rappelle, les personas, c'est pas uniquement l'affaire des marketeurs, c'est quelque chose qui doit être à l'esprit de tous les collaborateurs de l'entreprise. Par rapport aux phases de décision des personas, donc ce qu'on appelle le parcours d'achat du client, en fait, c'est assez connu, hein, ça s'appelle la méthode AIDA, A-I-D-A, pour attraction, intérêt, décision, ambassadeur. Et donc, ce processus, attraction, donc on essaie d'attirer des gens qui ne vous connaissent pas pour qui découvrent votre marque, vos produits, vos services, etc. Après, ils se rendent compte qu'ils ont un besoin et que vous allez peut-être pouvoir y répondre. Donc, ils vont s'intéresser à vos produits, à vos services. Et à un moment donné, il va falloir les décider en les incitant à prendre action, à devenir client maintenant. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont clients, les inciter à vous recommander, à jouer leur rôle d'ambassadeur. Donc voilà, ces 4 grandes étapes, c'est assez connu dans le monde du marketing, méthode AIDA. Si vous cherchez sur Internet, vous allez retrouver. HubSpot a un autre terme pour ce processus-là, mais c'est toujours à peu près la même chose. Attraction, intérêt, décision, ambassadeur. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres, Je pense qu'on a une dernière question, puisqu'on vient de passer l'heure de 2 minutes. C'est une question qui demande: que conseillez-vous si nous souhaitons communiquer aux mêmes personas présents sur LinkedIn et Facebook, par exemple? Doit-on adapter notre message à l'outil? Alors oui, clairement, je pense que c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes usages. Sur LinkedIn, c'est plus professionnel. Enfin, sur Facebook, on a ses amis. Sur LinkedIn, on a ses futurs employeurs, son employeur, ses collègues. Donc c'est pas le même ton, c'est pas le même. Même si parfois, ça me désole un peu d'ailleurs, mais parfois je dis que LinkedIn est en train de se Facebookiser, c'est-à-dire on a parfois des messages qui arrivent qui, à mon avis, n'ont rien à y faire, mais en tout cas, ils sont là et ils ont des engagements, ils ont des interactions. Donc, si ça marche, ben voilà. Donc, il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je suis pas un ayatollah de dire il faut faire ci comme ça, etc. Le seul truc que je dis, c'est il faut tester
tester, voir si ça marche. Et si ça marche, continuer. Si ça marche pas, faut arrêter. Donc, il faut pas être. L'intérêt du marketing digital, c'est que c'est souple, c'est réactif, c'est dynamique. Et donc, et faire des tests, ça coûte pas cher. Donc, il faut être prudent, bien sûr, pour pas dire de conneries. Hein. Surtout en période Covid, il faut faire très attention à ce que vous dites. Il faut éviter de dire, par exemple, que vous pouvez tuer le coronavirus avec de la javel en vous injectant de la javel dans le corps. Ça peut laisser des traces. Hein. J'espère en tout cas que ça va en laisser des traces indélébiles. Voilà, donc faites attention à ça. Mais testez. Et puis effectivement, les deux réseaux sociaux, vous avez parlé de Facebook et LinkedIn, mais il y a Instagram, il y a Pinterest, et il y a TikTok aussi maintenant qui prend Twitter. TikTok est en train de se développer. On ne connaissait pas il y a encore 3 mois. Là, boum, avec le coronavirus, là, il a pris il s'est fait connaître très rapidement sur le réseau social chinois. Là. Donc voilà. Je ne sais pas, on peut en parler pendant des heures, mais je pense qu'il faut qu'on garde des choses à dire pour le prochain webinaire. Sinon, si on dit tout aujourd'hui, on n'aura plus rien à dire. Ce serait dommage. Ça marche. Donc, on se revoit dans 3 semaines, le 4 juin. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci encore, Laurent. Merci encore. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne fin de journée. N'hésitez pas à venir avec votre consultant. Encore une fois, le réseau WSI francophone mais mondial, hein, on est là pour vous aider. On sait que c'est une période difficile. Votre consultant WSI sera ravi de vous consacrer un peu de temps pour vous guider, pour vous aider à surmonter cette crise coronavirus. N'hésitez pas à le contacter, il est là pour ça et il sera ravi de pouvoir vous aider s'il le peut. Merci à vous tous. Merci Gabor, merci Laurent, merci la CCI Genève.